Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. On va débriefer ensemble comme d'habitude l'actualité rugby de ce week-end. Elle a été riche avec notamment la liste de France A pour défier l'Angleterre dimanche prochain, samedi prochain à 16h15, l'access match entre Grenoble et Perpignan et bien sûr les barrages du top 14 entre Bayonne et Clermont et Toulon et Castres, du coup l'Aviron Bayonnais et le RCT qui sont qualifiés pour les demi-finales et qui iront défier Toulouse pour les Basques et l'Union Bordeaux-Bègles pour les Varois. Avec moi sur le plateau, vous les voyez à l'écran, Jérémy Fada, Yanis Guivou. Bonsoir. Salut, messieurs. Ça va? Ça va, écoute. Messieurs, remis de ce samedi de rugby. Oui, samedi il y a eu riche. du rugby pour tout le monde là. Tout le monde a eu pour son compte. Samedi riche, Ashraf comme d'habitude en régie. Messieurs, alors l'émission sera en 4 parties. On va commencer par la liste de France A, parce que c'est la principale information de ce dimanche, on va dire on a un dimanche calme. Voilà, on a un dimanche plutôt calme. Mais ce dimanche matin, peu avant midi, la liste est tombée des 28 joueurs retenus et qui seront du côté de Marcoussis cette semaine pour préparer un match qui se jouera à Twickenham quand même. Donc c'est pas rien, alors ça comptera pas pour une sélection, non. Mais ça se jouera quand même à Twickenham. Il faut savoir aussi dans le sens que l'Angleterre a la meilleure équipe possible hors Lions. Ouais. Donc voilà, Tom Willits, George Ford, il y a du beau monde. Ça ressemble un petit peu au match qu'il y avait eu en 2022. Il me semble, avant la tournée au Japon, on avait déjà été... Alors c'était les Barbarians à l'époque, mais rappelez-vous, les Barbarians avaient une forte connotation française. Oui, carton rouge de Will Skelton, non? C'est pas ça? La fausse équipe de France s'était d'ailleurs largement imposée à Twickenham. C'était avant la tournée au Japon. Oui, avant la tournée au Japon. Avec un certain Thomas Stoy qui avait joué, qui rejouera là. Mais il y a eu du beau monde. Et du coup, dans cette liste, alors il y a des noms qu'on n'avait jamais vus. Dans beaucoup une liste de l'équipe de France, beaucoup. Alors il y a 13 néophytes, c'est-à-dire 13 joueurs qui ont 0 sélection. Alors certains avaient déjà été appelés, mais il y en a certains jamais. Tyler Duguid, le deuxième ligne de Montpellier. Guillaume Marchand, le frère de Julien. Chez les Marchands, il va avoir la dot équipe de France à toutes les tailles. Théo William aussi, le deuxième, troisième ligne à Lyon, qui fait une énorme saison. On en avait parlé aussi avec Yanis dans les troisième mi-temps. Donc il y a 8 avant et 5 3 quarts au niveau des néophytes, notamment Thibaut Debagna et Maël Moustin. Maël Moustin, c'était un peu attendu, qui fait une grosse saison à Montpellier. Ouais. Thibaut Debagna un peu moins. Déjà, qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que c'est logique parce que tous les demi-finalistes ne peuvent pas être sélectionnés déjà, donc il y a 4 clubs en plus où il y a beaucoup de joueurs qui pourraient prétendre à une liste à l'équipe de France qui joueront à Lyon le week-end prochain, donc tout ce beau monde ne pouvait pas être sélectionné, donc forcément il y a des choix à faire du côté sélectionneur avec ceux qui ne peuvent pas être sélectionnés, puis aussi des joueurs qui veulent voir peut-être. Ouais, non, mais il y a plein de choses. Effectivement, il n'y a toujours pas les demi-finalistes. Il y a certains joueurs dont on dit premium qui ne peuvent pas partir. On pense par exemple au Rochelet, à Grégory Aldrit ou Oscar Gégou, qui sont Paul Boudéan, qui sont soit blessés, soit trop de temps de jeu cumulé. On rappelle que le staff du 15 de France a fixé une limite à 2000 minutes sur la saison. Si on dépasse, en gros, on n'est plus candidat pour la tournée, même s'il y a eu des petits entorses au règlement. On sait qu'il y a 5 finalistes qui partiront rejoindre le groupe en Nouvelle-Zélande, mais globalement on reste quand même dans l'idée des dernières tournées, à savoir puiser dans le réservoir. Ça avait plutôt bien fonctionné en Australie en 2021, Japon 2022. Là j'ai envie de dire qu'on passe à une step plus haut. Oui, là c'est les All Blacks. Là. On va affronter les All Blacks, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de néophytes. Il y a aussi quelques mecs à expérimenter, au premier rang desquels évidemment Gaël Ficou, le joueur en activité le plus capé, le plus sélectionné, dont on attend qu'il soit un des cadres, voire le leader suprême de cette équipe de France. Aussi, Romain Taofenois, Cameron Woki, il y a quand même Gaëtan Barlow, Nolan Le Garec, des garçons comme ça, même s'ils n'ont pas énormément de sélection, mais Émilien Gaëton maintenant qui fait partie de ce groupe depuis un certain temps, donc au-delà que certains vont avoir une carte à jouer pour leur première ou une des premières sélections, les garçons qu'on vient de citer, c'est une vraie occasion, j'allais dire, de monter en puissance et de passer un cap international, c'est clair. Ouais, parce que ça compte pas pour une sélection, mais c'est quand même l'Angleterre en face qui sera elle aussi remaniée. Il y a des joueurs, Maro Itoje, Ben Earl, qui sont avec les Lions britanniques. Mais c'est quand même une opportunité de se montrer déjà. Évidemment, et puis derrière, alors j'ai l'impression que derrière, il y a quand même des joueurs qui verront la Nouvelle-Zélande et même la pelouse néo-zélandaise. Théo Tsogbe, Léo Barré, Emilien Gaëton, Baptiste Jonot, Nolan Le Garec, les deux ouvreurs Léo Berdeux, Antoine Astoy. Ça fait quand même un vrai test
pour les arrières français en Angleterre. Évidemment, puisque là, c'est des joueurs qui sont un peu sous les radars et qui ont besoin de se montrer pour accéder à l'équipe de France. Et donc, du coup, ce match un peu non officiel leur permet de se montrer, de pouvoir affronter quand même une équipe solide, puisqu'un match contre l'Angleterre, quand même, ça se joue pas, ça se gagne. Et après, ça reste dans la lignée, de toute façon, la liste. Il avait préparé celle-là. Non, pas du tout. Ça reste dans la lignée de ce qu'on attendait, même pour la tournée en Nouvelle-Zélande. Je pense qu'il y aura les principaux noms, enfin, il y aura beaucoup de noms qui seront tirés de cette liste. Et puis, évidemment, j'attends de voir ce match avec impatience, puisque, comme tu l'as dit, il y a quand même beaucoup de noms intéressants à voir, des joueurs qui ont commencé aussi dans le tournoi destination, le dernier tournoi destination remporté par la France. Je pense à Tissogbe qui a déjà débuté un match. Oradou, je crois qu'il en commence un. Tu vois, il y a plusieurs mecs. Barré, évidemment, qui a été fantastique contre l'Italie. Donc intéressant de voir, surtout que l'Angleterre perd des cadres, mais reste une Angleterre plutôt très sérieuse. Qui est aussi dans une logique générationnelle, un peu comme la nôtre, où il y a de plus en plus de mecs qui tapent à la porte, j'ai l'impression. Est-ce que c'est un message aussi que tu peux envoyer avec ton vivier? Quand tu pars avec une équipe comme ça, qui est ça les demi-finalistes du top 14, sachant que dans les demi-finalistes, tu as Toulouse et Bordeaux qui sont tes deux plus gros donneurs en équipe de France. Toulon où tu as de nombreux joueurs. Oui, mais attention, à Toulouse et à Bordeaux, avec beaucoup de joueurs qui ont dépassé les 2000 minutes. Je dis pas ça, mais tu les auras pas, ok. Mais là, par exemple, si tu fais une bonne performance à Twickenham, en plus, c'est pas chez toi, contre l'Angleterre, tu envoies un nouveau message au monde de te dire. Évidemment, combien de joueurs ils ont. Souviens-toi, la tournée en Australie, Anthony Gelonge, c'est là où il gagne sa place pour moi. Et Melvin l'équipe de France et Jonathan Danty. Forcément, mais il y a l'exemple des saisons précédentes, et j'ai envie de dire que cette tournée et ce match contre l'Angleterre, elle est dans la lignée de ce qui a été fait précédemment. Et on attendait peut-être sur cette tournée en Nouvelle-Zélande, est-ce qu'on allait envoyer beaucoup de cadres. Au final, est-ce que l'équipe de France allait ressembler à celle qui a gagné le tournoi destination? J'ai l'impression qu'au final on se dirige plutôt vers, comme d'habitude, une équipe de France plutôt remaniée, sans dire sans la dévaloriser, dire qu'elle est mauvaise. Une équipe de France plutôt remaniée. Ce que je voulais dire, c'est qu'en Angleterre, ce sera l'équipe remaniée de l'équipe remaniée, puisque tu auras des demi-finalistes qui pourront peut-être. Même si, comme tu le disais, la ligne de 3 quarts, elle peut ressembler à celle qui jouera le premier test. Attention. C'est vraiment ça, c'est la ligne de 3 quarts. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas de révolution au moment de monter dans l'avion. Imaginons là, comme ça, on fait une ligne de 3 quarts. Imagine une charnière, Le Garec-Castoy, une paire de centre, Ficou Gaëton, même les doubleurs. T'imagines Atisogbe Surinel, Barré à l'arrière. Clairement, c'est des mecs qui peuvent prétendre au moins au premier test en Nouvelle-Zélande. Mais l'Olivier, je crois qu'il répond présent depuis plusieurs années. Voilà, c'est pas une nouveauté. On sait qu'on a des ressources pas inépuisables. Mais on a été tapé dedans souvent et on a souvent fait monter des mecs depuis plusieurs années. C'est ce qui fait la réussite des mandats de Fabien Galtier. Donc là, on a encore un moyen de le montrer. Mais je pense que le step est encore supérieur. Parce que jamais on va avoir une opposition comme on va en avoir là en juillet. À la fois cette Angleterre qui, à mon sens, quand même, et même s'il manque les mecs qui partent avec Lions, mais quand même bien plus forte qu'il y a 1 ou 2 ans. Et surtout, après, on va aller faire les All Blacks chez eux, quoi. C'est pas, excusez-moi, c'est pas l'Australie de 2021. Hein. En fait, ce que tu voulais dire, c'est que malgré les demi-finalistes et les finalistes qui vont arriver, le match contre l'Angleterre peut permettre à des mecs de se fixer pour être titulaire à la tournée. Voilà, quoi. pour avoir des feuilles de match. Oui. Par exemple, si Astoy fait un match énorme en Angleterre et que, je sais pas... mais c'est le genre de poste où je pense qu'Astoy... Oui, j'ai pris un mauvais exemple. Mais tu vois, un ailier ou quoi... Moustin. Bah voilà, Moustin. Qui est en pleine forme actuellement. Voilà, Moustin. En plus, il y a que... Alors oui, il y en a, on en parlait, il y a du Guivalou aussi, le Perpignanais, qui est une des curiosités de cette liste. En tout cas, Mais ça dépendera aussi des demi-finales, tout ça. Si Bordeaux et Toulouse perdent en demi-finale, forcément, ça ouvre... Mais sur la pelouse de Twickenham, il n'y aura pas les demi-finalistes. Tu vois, il faudra bien sûr, mais je parle pour la tournée après. Donc ça dépend à la fois de la performance des joueurs en Angleterre, mais aussi de qui perd en demi-finale, puisque forcément, si Bordeaux et Toulouse perdent, c'est les plus gros, les mecs qui ont le plus de joueurs en équipe de France, il y aura beaucoup plus de changements dans l'équipe qui ira en Nouvelle-Zélande. Oui, c'est sûr. J'ai l'impression d'avoir convaincu tout le monde là. Non, j'ai cru que tu voulais rajouter sur ces belles paroles de Yanis. Non, mais en tout cas, ça va être cool de découvrir certains mecs parce que c'est un côté panache. Parce que il y a des garçons dont on ne sait pas s'ils vont répondre favorablement ou pas au niveau international. Il n'y a qu'une manière de le savoir, c'est de les mettre sur le terrain à ce niveau-là. Voilà, on savait pas forcément avant l'été dernier quand Oscar Gégou, par exemple, allait atteindre ce niveau-là. On savait pas certains. Tu parlais de l'Australie en 2021.
Théo Atisogbe qui gagne sa place en Argentine et qui derrière assure à la tournée de novembre et assure pendant le tournoi Destination, Barré, et qui marque à chaque fois qu'il est sur le terrain. Voilà, 2021 on le rappelle, il y a eu Gelon, il y a eu Jaminet, il y a eu Danty qui ensuite a été indéboulonnable au poste de numéro 12, qui est un des absents aussi aujourd'hui maintenant. Bon. Voilà, ça peut te faire gagner ta place comme perdre aussi, hein, parce que je me souviens de la tournée au Japon, il y a beaucoup de joueurs qu'on n'a plus revus après, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Mais par exemple, au Japon, je crois que c'était Moefana aussi qui avait sorti de grosses performances, qui après. Il y avait pas mal de Bordelais. Voilà, est devenu. Non, mais des joueurs qui en ont gagné. J'ai hâte de voir aussi ce match contre l'Angleterre. Est-ce que tu parlais tout à l'heure des babas? Je trouve que c'est vraiment. Il y a un petit esprit babas là. Est-ce que ça va être vraiment. Est-ce que ça peut être vraiment un match, je sais pas comment dire, un match hyper international, cadré, structuré, ou est-ce que ça peut partir en babase où on va pas prendre les points, voilà, on touche. Non, moi je crois qu'on va être sur la première configuration. C'est dans l'esprit du staff, ça doit être le premier match de la tournée. C'est-à-dire que même si le groupe n'est pas à plein, la tournée pour eux débute en Angleterre. Enfin, débute cette semaine, ce début de semaine à Marcoussis. Je crois qu'on va être dans quelque chose de très sérieux avec, pour résumer, la fameuse formule répétée à l'envi par Fabien Galtier d'aller chercher le maillot. Voilà. Il va dire aux mecs, allez chercher le maillot, et ceux qui le méritent, ils le reporteront ensuite en Nouvelle-Zélande. Ouais, mais en tout cas, ça rajoute un peu de hype à ce match, de voir des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou qu'on n'avait jamais vu avec le maillot de l'équipe de France, à voir la composition d'équipe déjà. Mais bon, il y a quelques postes où il y a quand même du beau monde. Un mec qui évolue en Pro D2 cette année, Paul Malaise. Oui, Paul Malaise. Prêté par le Stade Toulousain à Aix-en-Provence. On se rappelle que le match contre la Nouvelle-Zélande de l'équipe de France A, il y avait des noms qu'on n'avait jamais revus après ce l'équipe de France, qui ont qu'une seule fausse sélection au final. Donc aussi. Il y avait eu le match. Il y a des mecs, et puis ils portent le maillot bleu, c'est quand même pas anodin, même si ça compte pas vraiment comme une sélection. C'est toujours. T'as ta photo Instagram, quoi. Ah bah oui, bien sûr. Instagram du lundi matin, bon. Tu gardes le maillot, tu dis j'ai été international. Mais il est marqué sur Wikipédia, tu peux après frimer. Le maillot est là. Si tu tombes avec quelqu'un qui s'y connaît pas totalement, tu peux gratter. Après, dans 20 ans, t'as une page, un jour une histoire dans Midi Olympique. Oui, voilà, c'est sûr. C'est sûr. Mais t'as ta petite photo Instagram. Voilà, ça suffit au bonheur. En vrai, j'ai une question. Tu préfères une cape contre la Namibie officielle ou une non-cap à un crunch à Twickenham? C'est-à-dire que moi, j'ai jamais vraiment eu le choix. Oui, mais imagine là, t'as le choix. Moi, je préférais des caps sur le plateau de la 3e mi-temps. Bon, là, en vrai, vas-y. Tu préfères quoi? Là, c'est une vraie question qui se pose. Moi, je dis une cape contre la Namibie parce que t'es dans la liste des internationaux français. Sachant que la dernière fois qu'on a affronté la Namibie, c'était à la Coupe du Monde. Oui, on s'en souvient. Donc tu ne prends pas cet exemple. Mais c'est vrai qu'on fait jamais de test match contre la Namibie. Alors qu'en Coupe du Monde. Ne prends pas. Mais au moins, t'es dans la liste des internationaux français. Oui, non, c'est vrai. J'aurais préféré qu'Antoine Dupont ait pas de cap contre la Namibie. Oui, aïe. Alors voilà, les mauvais souvenirs. Bon, alors j'ai un flashback là qui me revient. On va passer, messieurs, au rugby de club national. Avec l'Access Match de Top 14 Pro D2, Access Match Top 14. Et eux, ils auraient aimé jouer en Top 14. Les Grenoblois. 6e échec consécutif pour les Grenoblois, puisque 3 finales de Pro 2 perdues. Et désormais, 3 Access Match. Ils ont perdu. C'est 2 chances à chaque fois. Ouais, ils ont perdu samedi soir 13-11 contre Perpignan. Un match où le niveau rugbystique, on a vite vu qu'il y avait de l'attention. C'était de l'engagement. Beaucoup d'erreurs techniques, peu d'envolées, mais chaleur, j'ai eu l'impression suffocante. Mais on pouvait s'attendre à ce genre de match où il y a beaucoup de combats. Un enjeu immense. Et puis c'est le clin d'œil un peu terrible de l'histoire. C'est le scénario pour les Grenoblois a beaucoup rappelé celui de l'Access Match d'il y a un an contre Montpellier, avec ce match serré, Grenoble qui est devant au score pendant un petit moment et qui se fait crucifier à quelques minutes de la fin. Il pensait faire le coup contraire, c'est ça qui est fort. Et c'est terrible quand même. Franchement, mentalement, je sais pas comment ces garçons vont encore trouver les ressources, parce que il y a l'idée d'accumulation. On voyait qu'ils avaient pris un immense coup sur la tête après la défaite contre Montauban, où, contrairement peut-être à d'autres finales passées, ils étaient favoris sur cette finale de Pro D2. Moi, je me posais même la question, est-ce qu'ils auraient les ressources pour se relever en moins d'une semaine? Et ils les ont eu. Parce qu'ils font un vrai match quand même contre Perpignan. Oui. Mais alors, un scénario encore aussi terrible... ça augure un été quand même pas très joyeux. Tu commences à avoir un groupe qui empile les déceptions. Il y a des joueurs qui étaient là il y a 3 ans, qui étaient là,
bout d'un moment, il y a des joueurs qui ont connu Qui ces enchaînent, 6 revers voilà, où tu baisses la tête à la fin du match et tu te dis on verra pas le top 14 la saison prochaine. Là, je suis d'accord que c'est la pire de toutes. C'est la pire de toutes. Enfin, je parle de cette saison. Hein, les deux, puisque Montauban, t'es archi favori. Oui. Tu tombes sur un Montauban euphorique. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de Pro E2 qu'une équipe 6e se qualifie en finale. Et ils ont battu en plus le grand favori en finale, puisque Grenoble était quand même le grand favori, puisque premier de la phase régulière et qui était presque en roue libre pendant 2 mois en fin de saison régulière. Qui avait fait la saison quasi parfaite. Qui avait fait la saison parfaite, qui avait réussi à tourner. Ils ont eu malheureusement des blessures. Je pense à Muarua qui a fait du mal quand même en fin de saison. Qu'ils ont retrouvé pour le coup à l'Access Match. Et ils se sont dit, bah alors, on va se retrouver. Et puis, en plus, là, ce qui est terrible sur cet Access Match, c'est qu'ils l'ont le coup de pied réussi à la fin de Trouillou. Ils l'ont cette pénalité qui les a assassinés l'année dernière avec Carbonel, et au final ils en reprennent une derrière. Là tu te dis mais en fait il peut rien se passer. Après, Tu peux faire ce que tu veux. Match étant serré, Tu ne peux même pas l'était. leur reprocher. Tu peux rien leur dire. Serré comme il l'était, quand tu souffres autant en mêlée. Oui, dans bien un sûr. match aussi serré. Mais la mêlée a fait un peu. Ils ont eu une pénalité importante en mêlée, je crois, à un moment. Mais la dernière pénalité, c'est mêlée. C'est trop c'est mêlée. Moi j'ai le sentiment que si les Grenoblois doivent avoir un immense regret, malgré une entame de match complètement ratée, parce que l'USAP a marqué très rapidement, elle est sur la première mi-temps, où je pense quand même que pendant une bonne demi-heure, les Grenoblois sont vraiment complètement au-dessus. Ils mettent du temps à marquer. Pas que sur les impacts, je trouvais qu'ils proposaient quand même dans les initiatives, ils étaient au-dessus, et je pense qu'à ce moment-là, ils auraient dû faire un break qu'ils n'ont pas fait et qu'ils ont payé très cher à la fin. Il faut parler de la défaillance tout simplement de Sam Davis aussi, qui est censé et qui est le leader assumé de cette équipe qui fait, en phase régulière, qui est immense en phase régulière. Mais tu as besoin de Sam Davis et de ses coups de pied précis en finale et en finale d'accession, enfin en match d'accession pardon. Et donc ce sont c'est une donnée qui est à prendre en compte, et malheureusement Sam Davis il a manqué ses 2 derniers matchs et c'est tout ce qu'on retiendra malheureusement pour lui. Oui, c'est sûr. Même si Thomas Holland a loupé aussi, mais il a mis celle qui comptait. Ouais. C'est la dernière. Mais c'est vrai qu'à la fin on voyait les visages. Tu te dis déjà tu repars en Pro D2, mais faut trouver les mots. Là, les vacances, mais je sais pas comment ils vont faire. Après, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de talent dans cette équipe. Il n'y a pas tant de départs que ça, je crois, faut savoir. Donc, après, tu perds des mecs importants. Oui, Muarua, typiquement. Voilà. Muarua, Sarah Gallet, tu perds du monde. Mais Hule. Oui, donc tu perds forcément. Chaque année, quand tu es en Pro D2, même Grenoble a aussi cette vie depuis plusieurs saisons où quelques-uns de tes meilleurs éléments à la fin de chaque saison te quittent. Mais il y a quand même un potentiel dans ce groupe, donc. J'imagine qu'ils seront encore à la lutte pour le top 6 l'année prochaine. On leur souhaite, oui, parce que... Voilà, mais à un moment, je sais pas, faire appel à un préparateur mental, je sais pas, peut-être qu'ils le font déjà. Bah si, mais en plus, c'est terrible de dire ça. Mais, oui, mais c'est devenu... En fait, le problème, c'est que c'est devenu un cercle vicieux. Non, mais en fait, je sais même pas si c'est une histoire de mental ou pas, là. Oui, mais imaginons, dans 10 mois, Grenoble est premier de Pro 2 avec 20 points d'avance. Ce qui sera très difficile, parce qu'en plus, la Pro 2, elle va être construite l'année prochaine. Ils se qualifient en finale. Qu'est-ce qu'on va leur dire toute la semaine avant la finale? À quoi ils vont penser la malédiction, la semaine avant comme ça a été le cas cette année. Et que va se dire l'adversaire de Grenoble la semaine avant la finale? Eh ben oui, c'est possible. Mais à partir du moment où le match c'est mental, tu le perds forcément. C'est à la fois la beauté, mais aussi la cruauté de ce sport. C'est que tu as beau faire les plus belles saisons que tu peux, les mieux négocier, les mieux gérer, tout ce que tu veux, bah, ça se joue aussi. Ça se joue en phase finale. Ça se joue sur 80 minutes, 3 fois en phase finale et 1 fois sur la finale. Oui, mais et tu peux avoir ce jour-là des blessés, tu peux avoir la défaillance d'un buteur, et ça remet pas d'ailleurs en cause tout ce que tu as fait sur toute la saison, mais il y a un côté injuste. C'est non, mais alors c'est que cette équipe a quand même un problème au niveau du. Alors je suis d'accord avec toi sur le travail de fond qui est bon, puisque forcément cette équipe elle arrive à se développer pour être quand même 3 fois de suite en finale de Pro E2. Voilà, ça arrive pas à tout le monde, mais ça peut pas arriver à ceux qui les gagnent en finale. Mais il y a un truc, c'est que en phase finale, cette équipe, il lui manque un truc tueur du coup. Alors il lui manque un truc de phase finale. C'est pas une équipe de phase finale. C'est pas une équipe de phase finale, et c'est un problème quand tu prétends à un titre de champion et à monter en top 14. Il faut qu'ils arrivent à atteindre ça. Alors dans la continuité du travail très certainement, mais c'est encore un truc hyper important à acquérir. Mais c'est surtout que pour avoir le déclic, il faut forcément repartir en finale l'année prochaine. On va te parler de ça
je le répète Eh toute la oui. semaine, on va te La rabâcher. finale aura encore lieu à Toulouse. Voilà, encore eu à Toulouse, donc tu as des joueurs qui seront encore là, ils vont forcément y penser. Et du coup, si tu repères cette finale, où là déjà on va dire c'est pas possible, tu auras quand même l'access match la semaine d'après. Tu vois, donc en Qui fait, aura c'est- encore lieu à Grenoble. Non mais voilà, c'est un cercle C'est vrai, vicieux. du coup. Oui, mais c'est un cercle vicieux où tu t'es embourbé dans un truc où il faudra forcément que tu casses voilà. Mais C'est mais aussi, casses c'est cette aussi glace la au bout d'un moment. difficulté. C'est là aussi où on voit la difficulté de monter en top 14. Hein. Ouais. Ouais, mais les 3 équipes qui Oui, sont parce que battues en quand même, finale le font. ils vont, enfin, Grenoble s'est tapé à domicile, quoi. Oui, Donc non, mais ça ok, prouve d'accord, aussi, il y a un mais- écart de niveau. Je suis d'accord, mais Ouais, quart de si niveau, tu je joues sais Access pas. Match, c'est que t'as pas gagné la finale. Oyonnax, Vannes et Montauban, ils savent pas que ça fait un Access Match, puisqu'ils ont gagné la finale. ils sont en D'ailleurs, ça me 14. permet de souligner encore bon. une fois que, enfin, moi j'adore ce type de match. Je trouve que bon, il y a de la tension parfois Ouais. négative, mais il y a aussi une tension qui est positive, qui est inhérente à notre sport. La tension de phase finale qui se ressent vraiment du soufre. sur ce barrage d'accession, et donc du coup c'est des matchs que quand même j'apprécie à regarder, même si c'est pas toujours voilà, du grand rugby où il y a des erreurs techniques, mais tu sens que c'est un match de rugby, un vrai, et c'est ce qui donne envie de Surtout, regarder ce sport, Ça te met un enjeu jusqu'au bout, quoi. évidemment. Jusqu'au Parce qu'en plus, il y a, quoi qu'il se passe, il n'y a rien derrière. Il n'y a plus rien derrière, il n'y a plus de... Ah là, t'as pas. Oui, là. Ah, donc tu tout- t'échappes pas. les deux équipes donnent tout. C'est quand même une affiche que personne ne peut prévoir en cours de saison. Donc j'adore ce format. Et Perpignan, du coup, à l'inverse, qui c'est. Eux, Expert. c'est expert d'Access Match. expert. Troisième Access Match, dont le deuxième remporté à Grenoble. Après, alors, il faut 2022-2023. dire un C'était truc aussi. Stade et c'est Montois. c'est peut-être pas de chance pour Grenoble. Je pense quand même que Perpignan était dans une de ses meilleures périodes de la saison en cette toute fin de saison. Moi, j'ai trouvé l'USAP qui avait retrouvé quand même de la régularité, une certaine constance, un côté assez solide en fin de saison avec 2-3 retours qui font notamment du bien sur les Oui. dernières journées. Van Tonder qui va partir en équipe de France, mais dont la Pour Tulagi aussi, ça fait du bien quand même. Pozzolo Tulagi, je crois qu'il y a Oviedo aussi, fin de Ouais. saison. Enfin voilà, ces mecs-là. Et moi, je les trouvais assez solides. Ils ont fait quand même gros match, grosse deuxième mi-temps contre le Stade Toulousain une semaine avant, qui a pu aussi faire beaucoup de bien dans les têtes. Ils sont arrivés armés sur cet access match. Ils sortaient d'une saison l'an passé assez convaincante. Il n'y a pas de vol à ce que l'USAP reste en top 14 par rapport à ce qu'ils construisent maintenant depuis 2 ans sous l'ère Franck Azema. Et aujourd'hui, ça me paraît être une équipe justement armée, entre guillemets, pour exister dans ce championnat-là. hein. Oui, Perpi a totalement sa place en top 14, je pense. Ah bah oui, ils ont- tous ils ont d'accord leur pour le place. dire. Et puis, Et ils ont des matchs mineurs. quand tu Ils ont des regardes, matchs on mineurs. en parlait à l'inverse pour Grenoble, mais la mêlée, c'est une force de Perpignan aujourd'hui, avec Kyrian Brooks à droite qui a fait un énorme boulot. Du coup, tu peux rien leur dire à Perpignan. Ils ont fait un. Même si sur Même le le match, match n'a pas été parfait, Non, même si évidemment, je pense qu'ils loin font- de sur le là. match, ils sont Non. loin de leur meilleur niveau. Et surtout, tout mais à tu fait. sens qu'ils ont douté en fait. Tu sens qu'ils ont beaucoup douté quand Grenoble était dans leur camp. Et moi, je trouve que la fébrilité de l'âne en dit beaucoup sur ça. Que Perpignan s'est dit attention, quand même là, on est en train un peu de perdre le fil. Et puis Grenoble a eu les opportunités. Mais tu sens que globalement, quand même, il y avait une sorte de domination dans le second acte qui Oui. était mais perpignanaise, à une domination mais physique. Mais ils aussi. n'arrivaient pas à la concrétiser. Et moi, j'ai eu peur pour eux, notamment sur cet essai immanquable raté par De La Fuente. Ouais. Où, Super je retour d'Erito. Et je me suis dit, attention à ce que ce soit pas le tournant du match, parce qu'à ce moment-là, physiquement, on sentait vraiment que les Catalans avaient pris le dessus. Ils perçaient quand même assez souvent, mais ils n'arrivaient pas à marquer. Là, l'essai, il était tout fait. Ils le mettent pas. Ça aurait pu embrouiller Mais- les esprits. Ça n'a d'ailleurs pas été loin de le faire. Et ils ont plusieurs occasions ratées. Après, juste mais après, ils il y a eu une sur l'aile. Ils ont campé dans les 30 mètres de Grenoble Oui, pendant oui, 20-25 oui, minutes. Non mais le retour Oui, mais ça marquait. le retour Oui, voilà, d'Erito non, mais- sur le Oui, non, mais Ah, ils il ont- est exceptionnel. Juste avant Puis- qu'ils sortent, d'ailleurs. Et puis tu comprenais pas trop ce Et que avec voulait toi. faire Grenoble. Grenoble voulait jouer, mais à 10 mètres de son ambition. Oui, c'était bizarre. Mais envoie un gros parpaing devant, quoi. Et, Vraiment, et, il le typiquement, faisait, mais à l'arrache. et à la Il fin- le faisait mal. C'était assez compliqué. et à la fin du match, ils ont rendu le ballon par contre. Oui, mais... Voilà. Ah, ouais, le pauvre Romain Trouillou qui a complètement loupé son coup de pied, on savait Globalement, sur la finale et sur l'access match, voilà, la charnière grenobloise n'a Ah pas, oui, oui, été, je suis d'accord. a pas été A ultra failli, inspirée. a failli. Bon, voilà. Oui, bon, en tout cas, voilà, Grenoble devra repartir en Pro D2 et lutter avec les Brive, Colomiers, Vannes aussi. Attention, on dit ça chaque année, mais la Pro D2 va être. C'est sympa tough à suivre, encore. quand même. Ouais. Et, Elle on s'étoffe suivra encore. aussi du coup Montauban, puisque Montauban sera la seule équipe de Pro Eh D2 à monter en top 14 du coup. Et oui. Donc voilà. Mm. Il y a aussi ce côté-là aussi, est-ce que ça va pas jouer cet access match de se dire, bah,
l'année prochaine, tu as quand même sur le papier, c'est pas, mais un 14e qui se dessine. Tu as du mal à voir Montauban exister sur 26 journées, quand tu vois que Van n'y est pas parvenu, a existé, mais n'est pas parvenu. Je pense qu'il ne pensait pas à ça du tout sur le match. Sur le match, non, mais avec le recul, tu vas te dire. Oui, qu'il y a encore plus une déception, puisque tu aurais pu te maintenir. Enfin, tu avais en tout cas des chances sur le papier de te maintenir beaucoup plus forte que l'année dernière, par exemple. Et donc, du coup, que tu pouvais pour Grenoble, plus perdurer en top 14, plus te construire en top 14. Oui, Grenoble serait monté, se dit, bon, on va être peut-être à la lutte avec Montauban. Oui, je suis d'accord, avec le recul, ça rend la défaite encore plus amère. J'ai le sentiment que Montauban, on est que sur du bonus, quoi. C'est-à-dire que c'est un club qui n'était pas du tout programmé pour monter dès cette saison. On dirait qu'ils l'ont pas fait exprès. Tous les joueurs, et j'ai l'impression les dirigeants dans leurs déclarations, le prennent évidemment comme une aubaine et comme du bonus. Je crois pas que c'est une équipe qui va se mettre la tête au fond du seau s'ils viennent à perdre plusieurs matchs d'affilée en top 14. Voilà. Bien sûr. Donc, mais ce sera sympa de suivre ces Montalbanais. Ça pique, oui. Ça pique, attention. Ils ont changé de stade au bon moment quand même. Ils ont changé de stade au bon moment. Enfin, ils ont rénové la cuvette au bon moment, puisque pour le top 14, la cuvette, ça a peut-être un lien avec les résultats au final sportifs, mais peut-être. Messieurs, on passe au barrage, top 14. Très bien. On passe celui du samedi soir, le plus récent par rapport à quand on tourne. Toulon-Castres. Toulon s'est imposé de peu. Le Castres Olympique 52-23. Là en plus voilà. Mais il y avait 3 points d'écart à la 60e. Il y avait 3 points d'écart à la 60e. Ça va. Alors, bien sûr, voilà, le score est lourd. Un peu trop. C'est vrai que ça représente pas forcément le match, le score, voilà. C'est vrai. Mais Toulon a déroulé en seconde période avec 6 essais marqués quand même. Donc c'est beaucoup dans un barrage. Et puis notamment 3 dans les 10 dernières minutes. Notamment sur la toute dernière action où Toulon a eu le mérite quand même. Pénalité. Panache. Ben White, il décide de jouer alors qu'il y avait 47-23. Il décide de jouer et ça va au bout pour Wayne Nicolo qui en plus c'est beau parce que Wayne Nicolo est récompensé pour son match stratosphérique. Tu sais que je l'ai pas vu cet essai. Quand il y a eu la pénalité, j'ai éteint. Ah, t'as éteint ? Bah oui, pour moi ils allaient mettre en touche. Bravo. Et quand j'ai vu le résultat. Toi t'éteins direct après les matchs. Là, pourtant ça me permet de mettre une petite pique pour toi qui as été à la finale du top 14 l'année dernière. Faut pas éteindre à la 80e. On peut avoir un essai après la sirène, même si le score. C'est vrai ? Est très large. Super. C'est vrai. Génial l'émission. Mais il n'y avait pas une pénalité. Génial l'émission. C'était pour la petite taquinerie. Non, mais en tout cas, voilà. Nounou qui a marqué aussi. Voilà, Nounou a marqué. Non, mais la fête était belle à Mayol pour les Toulonnais qui retrouvent les demi top 14 8 ans après. Ouais. Depuis 2017, ils étaient à l'infidèle cette année-là. Ils avaient battu La Rochelle au Vélodrome. Ils avaient perdu contre Clermont. Voilà, sur le fameux drop d'Anthony Belot. Et il y avait Nounou sur le terrain. Le terrain en finale. Pas en demi, je crois. Pas en demi ? Non, je crois qu'il en finale, oui, mais en demi, non. Mon souvenir est bon. Et en 2016, il est là en demi, mais il prend KO. Et du coup, il joue pas la finale au Camp Nou, Nounou. Donc, il prend KO sur qui déjà, le centre de Montpellier, non ? Putavac. Messieurs, Toulon quand même, belle récompense d'une bonne saison. Évidemment. Pour résumer, moi je trouve que effectivement le score est lourd, trop lourd pour Castres, mais la meilleure équipe a gagné sur ce match-là. Oui, là. Et s'il y a pas trop de débat là. Non, mais s'il y a bien quelque chose à souligner pour puis, le plus important rugby, c'est marquer des points. Non, je suis d'accord avec toi. Franchement, je pense vraiment qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher au Castré, mais le RCT a eu le mérite, et Dieu sait qu'on l'a répété, notamment sur ce plateau, quand j'ai été invité par Vincent Franco, c'est rare, mais que ce RCT avait connu un coup d'arrêt monumental après son quart de finale de Champions Cup perdu à domicile contre Toulouse, qu'on ne reconnaissait plus cette équipe et qu'on se questionnait tous sur les leviers qu'elle allait pouvoir trouver. Et bien, le RCT a eu le mérite, le jour où il le fallait, c'est-à-dire sur ce barrage, de sortir son meilleur match des 3 derniers mois. Et voilà, tout n'a pas été parfait. Je pense notamment que les Toulonnais ont vraiment manqué de patience en première mi-temps, alors qu'ils me semblaient dominateurs, notamment sur les impacts. S'ils avaient accumulé un petit peu plus de temps de jeu, ils auraient fait la différence plus vite. Mais vraiment, je les ai trouvés quand même solides sur les fondamentaux du jeu. J'ai trouvé dès qu'ils arrivaient à enchaîner, ils arrivaient à mettre à mal leurs adversaires. Et j'ai surtout trouvé que les gros joueurs du RCT ont répondu présent. Oui. Et même si je ne le pensais pas ces dernières semaines, je trouve que ça refait de cette équipe un vrai épouvantail dans la course au Brédus. C'est surtout que ce qui faisait la force de Toulon, notamment en début d'année où ils empilaient les victoires, la dimension physique. Exactement, oui. Vraiment, les Castrés, certes, avaient enchaîné, n'avaient pas eu la semaine de repos lors de la finale Champions Cup, pour des raisons qu'on connaît, pour le drame, le Castres Clermont qui avait été recalé à cette date, mais physiquement, il y a aussi eu ce côté où il y a des blessures qui ne sont pas dues à des problèmes physiques à proprement parler, notamment de Louis Lebrun et Geoffrey Palis, mais
Toulon a accéléré et a fait exploser complètement les Castrés en fait. Physiquement, et c'est là où je suis partiellement d'accord avec Jérémy, c'est que moi je trouve qu'il y a des individualités qui n'ont pas été forcément à leur meilleur niveau hier, mais que ça a été rattrapé par le collectif et la dimension. Tous n'ont pas été, mais il y a eu des gros joueurs. Oui, bah, évidemment. Esteban Abadi, Faïganoukou. Isa. Oui, mais tu vois, par exemple, je pense que Serein et Gros peuvent être meilleurs sur la demi-finale. Oui, Serein a remis les pendules à l'heure en deuxième mi-temps. Il a manqué, d'ailleurs, Pierre Mignoni ne le cite pas en première mi-temps. Le bébéo. Quand il dit, voilà, les petits coups de pied, on manque de patience. Je pense que oui, effectivement, Baptiste Serein a manqué un peu de patience en première mi-temps, mais voilà, dès qu'ils ont mis les choses dans l'ordre, quand même. Non, mais oui. Et puis, oui, la dimension physique. Bon, alors il y a eu le problème sur l'essai de Papali, mais sinon, c'est aussi pour ça que Castres a explosé en fin de match. C'est que, en plus de la réorganisation, Toulon a frappé très fort, très vite, et Castres au final a beaucoup défendu en première période et a fini par lâcher en seconde, surtout avec le talent des individualités toulonnaises derrière. Tu parlais de Faïganoukou, moi, Wainikolo, c'est juste un monstre. Enfin, là, tu lui donnes la balle. À chaque fois que les ballons étaient écartés, tu sens qu'il le cherche. Et à chaque fois qu'il le trouve, tu te dis non mais là il va se passer une dinguerie. Et à chaque fois il se passe une dinguerie. Je me mets à la place de Karim Ghezal qui devait être dans le match et qui a quand même fait une sacrée recrue à Lyon. Il a dû se dire quand même on a fait un bon coup. Non, mais il me fait penser à Damien Penaud, Nicolo, avec ses courses en travers. Il ne sait pas où il va. Superbe. Tu ne sais pas, mais il s'en sort toujours. Il casse des sur plaquages, il avance. Jaminet, c'est lui qui fait la différence. Mais c'est fou. En plus de Facundo Issa, mais c'est lui qui fait la différence avec ses crochets pour le servir. J'ai souvenir en seconde et débloquer le match aussi pour tout. Où il fait la couverture. Tu sais qu'il va pas taper au pied. En plus, le match n'est pas fait à ce moment-là. Tu sais qu'il va pas taper au pied. Il part dans un slalom. Tu te dis, s'il se fait croquer par le premier défenseur, il va être très embêté. Et au final, il s'en sort. Il casse toujours le plaquage. Il avance. Et puis jusqu'à la dernière seconde, en plus, il est récompensé par cet essai à toute dernière action. Et c'est mérité sur son match. Mais c'est vrai que c'est le mec qui te fout le feu partout, quoi. Il a aussi cette action, puisque forcément, on peut lui reprocher. Forcément, quand tu as des grosses qualités quelque part, tu peux avoir des faiblesses. Et en défense, par exemple, sur le placement. C'est toujours là, le cas dans ce profil de joueur. C'est Nicolo qui arrête Arata à un moment. Alors, je crois que c'est en seconde période. Non, tout début, en première mi-temps. C'est en première mi-temps. Où Arata. Il serait le course, mais tu vois qu'il a pris. Et là, Wanico, il arrive en flèche pour le prendre et l'arrêter. Et Nicolas fait un match extrêmement complet et j'adore ce joueur. Non, mais après, moi, je comprends des fois les entraîneurs sur ce profil de joueur où tu peux hésiter par rapport à notamment les placements collectifs en défense, des choses comme ça. Ça peut te faire te poser des questions. Par contre, depuis qu'il est en France, je crois que j'ai pas souvenir d'un match où il a été aligné et où il a pas fait des différences, quoi. Oui. Franchement, dès qu'il est sur le terrain, ce garçon, il passe quelque chose, quoi. Même quand il met pas, parce que voilà, il nous a habitués cette année notamment à mettre des essais qui font le tour des réseaux sociaux contre Montpellier, contre Bordeaux. Où il traverse le terrain, mais même quand il traverse pas le terrain, il fait quand même des différences pendant toute la rencontre. Il va te créer des décalages. Et ça nous fait que la semaine prochaine, il pourrait être face à Bielbiarré, si je ne me trompe pas, puisqu'il est 14. Alors, ça risque d'aller un peu vite. Il y a le retour peut-être de Dréan, on ne sait pas comment ça va se passer. J'imagine que Tukouvou, avec son profil du T-back, va beaucoup plus rester sur le banc que Colo. Surtout vu la forme de je sais pas, mais ce serait dur. Que fait Villiers Là, vas-y, le sortir du 15. Ce serait dur de sortir. Je ne sais plus exactement ce que c'est la nature de sa blessure. C'était une commotion, non, je crois. Toute la saison, ça a été. Je crois que c'était une commotion, non, Villiers. Toute la saison, ça a été Villiers-Dréan. Donc j'attends de voir quand même si je suis d'accord avec vous. Moi, je mets, vu de la forme du moment, Wainikolo tous les jours contre Bordeaux. De toute façon, Pierre Mignoni n'a pas besoin ni de toi ni de moi pour faire ses choix. Mais ce que je veux dire, c'était Villiers-Dréan, par exemple, sur le quart de finale perdu à domicile. Là, premier match à élimination directe, c'est Tuikouvou, c'est Wainikolo. Je ne sais pas ce qu'on peut reprocher à ces deux garçons-là. Et je me dis qu'à la place du manager, en tout cas du staff, c'est dur de les sortir du 15 de départ après un tel match. Oui, franchement. C'est dur. Surtout Wainikolo qui est au-dessus de Tuikouvou sur le match là, contre Castres. Bon, il y a Wainikolo et les autres, quoi. Donc, ça va vite. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais après, la seule problème quand tu les alignes. Comme en face de Bielbiarré, il vaut mieux avoir un mec qui a des. Le seul problème quand tu les alignes ensemble, c'est. Oui, alors ça a des cannes, mais au niveau de la couverture, Bordeaux est l'équipe qui tape le plus au pied du championnat. Donc au niveau de la couverture, tu n'as quand même pas deux spécialistes du jeu au pied en Wainikolo et Tuikouvou. Après il y a Jaminet, il va faire le tour de. Mais voilà, le truc c'est qu'il y a Jaminet permet de compenser ça. Non, soit dit en passant, la longueur de pied de Jaminet va être décisive. Est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait modifier même Jaminet de taper aussi haut? On voit qu'il y a une pénalité qui loupe. Ah oui. Elle semble passer. Tu veux doubler la hauteur des poteaux. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il lève les bras. Alors, elle est peut-être passée, je sais pas. Impossible de juger. Sauf qu'elle passe à 6 mètres des poteaux, la balle. Enfin, s'il y a poteau rentrant, c'est pas possible. Oui, mais après, c'est le risque.
Ah ouais, mais là, c'est un truc de Ben, fou. j'ai envie de te dire, Ernest Vallon, qualité à Toulouse. Pas embêté. Les poteaux, ils font 25 mètres. Donc, mais là, c'est Bah quand même. oui, mais après, c'est le risque peut-être de taper. Non, mais je dis aussi ça haut, presque quoi. avec C'est- le sourire aux lèvres. quelque C'est part, son c'est style. quelque part, c'est son c'est un style. choix aussi de On a taper discuté haut, dans la donc, rédaction avec Tristan. Pour moi, c'est des choses. Il ne faut pas. Parce que lui disait, faudrait presque qu'il le change. Puisque du coup, là, tu vois, par exemple, il pourrait perdre des points sur ça. Si une pénalité qui passe, mais c'est trop, pas faux, il les habite pas. Mais le truc, c'est que. Ah, ça arrive Comment combien de tu fois, peux demander à un Jaminet, à un mec aussi fiable au pied, de changer sa façon de tirer Non, mais parce ça qu'il va tire dire- trop? Ou alors il faut qu'il botte qu'à partir de 60 mètres. Bah Voilà. oui, voilà. Et encore, hein. Faut pas qu'il ait le vent dans le dos parce que le ballon il peut passer au-dessus. Non, des mais il est impressionnant sur ça, c'est Ah, mais clair et oui, net. oui. Il a un coup de pied. Et puis même, on parle de ses coups de pied, même les grosses ogives qui t'envoient pour occuper le terrain. Alors en première mi-temps, il a eu chaud, heureusement qu'il a un bon rebond parce que le ballon est parti directement Jaminet vers le bord. qui, Mais- par ailleurs, fait un bon match. Oui, plus globalement, Jaminet il a fait apporté bon beaucoup de match. vitesse. Il a Oui, apporté oui, beaucoup de Jaminet qui vitesse fait un sur ses très bon relances. match, qui a été plutôt rassurant sous les ballons. Non, mais surtout dans ce le qui jeu n'est pas aussi. sa qualité première. Dans le jeu aussi, en première mi-temps, bon, Ouais. il tape un coup de pied direct en touche, on sait pas trop ce qu'il a Mais voulu après un faire, 4 deb. mais non, mais il met le feu. Non, Mais franchement, Jaminet, très bon match. quand je disais dans les gros joueurs qui ont répondu présent, Jaminet en fait totalement partie. Et je pense que le RCT, s'ils veulent aller au bout, s'ils veulent avoir une chance de gagner le titre, ils auront besoin Ça fait d'un gros partie Jaminet. Enfin, ça va être un très très beau duel puisque les trois quarts toulonnais ont quand même fait tous en partie un gros match contre Castres. On connaît la ligne de trois quarts de Bordeaux. Si tout le monde est à son meilleur niveau, il peut y avoir des étincelles quand même sur la pelouse Cette à équipe de Lyon. Toulon, c'est pas une équipe qui réussit forcément trop à Bordeaux. Même à Bordeaux, rappelez-vous le match Oui. aller, Toulon accrocheur. Il y a l'année dernière, c'était pareil. C'est un style d'équipe qui correspond pas forcément à celui de Bordeaux, mais Bordeaux a évidemment le talent pour dépasser les Toulonnais. Ils sont favoris sur le papier. En plus, puisque les deux se menaient la course pour le top 2 et éviter ce fameux barrage qui Toulon peut laisser des plumes. Pas de blessés aussi du côté de Toulon, mais, c'est important. Oui, mais bon, tu en tout laisses cas, quand pas même de des blessés, plumes, je pense. Non, mais je suis pas sûr que Yannick Bru ait besoin d'une quelconque alerte pour être en pleine vigilance, mais il est évident que le match sorti par Toulon au bon moment va forcément résonner fort dans les esprits bordelais cette semaine. Franchement, on le sait depuis le début de saison, hein, que c'est Surtout que les Bordelais, une équipe qui peut être pas drôle à prendre quand même. Ce Toulon-là, on l'a dit, il y a quand même des mecs ultra costauds, il y a des mecs talentueux, c'est une formation assez complète. Forcément, je me dis que les Bordelais devant leur télé samedi soir se sont dit Ça va taper fort. ouais, ça va pas être rigolo quoi. les Bordelais savent qu'une équipe qui gagne un barrage peut gagner une demi-finale ensuite, comme l'année dernière. Donc ils sont avertis. Être directement en Et demi, ça... c'était la première équipe depuis bien longtemps, Oh oui, depuis bien 2018 je crois. Oui, depuis Depuis 2018, on c'était a... Castres. ouais. Et encore, et les Bordelais avec le petit truc, ils jouaient à domicile. À Bordeaux-Lac. Ils jouaient à domicile l'an dernier, mais on sait que c'est un avantage immense à ce moment-là de la saison d'avoir une semaine de récupération. Toulon va jouer à domicile parce que s'il jouait la demi de Champions Cup, il aurait joué à Lyon. Donc c'est une sorte de. Voilà, c'est compliqué là. Mais vous vous rappelez pas On est perdu. Les stades de l'EPCR, c'est oui. que si Toulon gagnait Toulouse, il recevait à Lyon. Il recevait à Lyon. Donc mais bon, voilà. Ou Pierre Mignoni a quelques habitudes. Oui. Non, et puis, pas longtemps. Pour parler de Castres, juste à une seconde, on en a parlé hier. Moi, je trouve que ce match me rappelle celui contre Northampton, où tu as une belle résistance, tu crois presque au début du match, et puis au final, tu craques physiquement et tu sens quand même que tu es un cran en dessous. Il y a deux choses. Et puis, mais il y a les éléments. C'est une équipe quand même qui fait... La blessure de Lebrun et la blessure de Palis, ça t'a assassiné. Je parle surtout Lebrun. Sous la vigilance de Vincent Franco. C'est un des staffs qui fait, je pense, le moins de 6-2 en top 14, de 6-2 sur le banc, qui a l'habitude de faire 5-3, qui fait un vrai choix stratégique ce jour-là de faire 6-2, donc que 2-3 quarts sur le banc, ce qui fait, je rappelle, pas souvent. Et là, tu pètes 2-3 quarts en première mi-temps. C'est vraiment pas de chance, quoi. Un banc qui se comprend et qui se justifie par ce qu'on disait avant de Toulon, que c'est une équipe très dense. Donc du coup, on ne peut pas reprocher à Xavier Sadourny d'avoir fait un 6-2. C'est absolument pas un reproche. Oui, bien sûr. Que c'est absolument pas de chance, que le jour où tu fais ce coup-là stratégique, t'as Lebrun qui est assommé au bout de 10 minutes et Geoffrey Palis qui se blesse en fin de temps. Sur l'aile. Pour eux, c'est terrible. Alors, d'une part, ça t'oblige à réorganiser. Quand même, Julien Dumora qui joue pas si souvent 10 dans la saison. Santiago Arata qui joue encore moins ailier qui a jamais joué ailier dans la saison. Et puis surtout, au-delà de la réorganisation, t'as plus de cartouches en deuxième mi-temps.
T'as plus de cartouches stratégiques à. En fait, tu passes ton temps aussi, tu passes ton temps à t'adapter à toi-même, à t'adapter pour ton jeu, et tu laisses de l'influx nerveux. Moi, je suis persuadé que tu laisses de la réflexion, ah ouais, mais là, du coup, c'est du Mora, donc faut que je joue autrement. Là, c'est Arata sur l'aile, du coup, faut faire ça. Et dernier point, même s'il a été héroïque et qu'on n'a rien à lui reprocher, et si même Fernandez fait une bonne entrée en neuf. Moi, je trouve dommage de ne pas avoir eu Arata plus longtemps en numéro 9 parce qu'à chaque fois qu'il avait un ballon entre les mains, il mettait quand même le feu dans la défense toulonnaise. Et c'est quand même un garçon qui a besoin d'avoir beaucoup de ballons qui lui passent entre les mains. Et forcément, il en touchait beaucoup moins. Non, mais surtout que tu imagines la réorganisation. En plus, tu es obligé de tout changer, que ce soit que tu attaques ou que tu défendes. Arata défendait en 10. Oui. Par exemple, sur les lancements de jeu, on l'a vu sur l'essai de Nounou, où il a plaqué, mais la puissance de Nounou a fait le reste. Donc en fait, t'es tout le temps en train de te regarder et de dire toi t'es où toi, on défend, on attaque, tu vas où là? Parce que faut se rendre compte que sur les phases défensives, c'était Arata en 10, Chabouni à l'aile, Dumora à l'arrière. En attaque, c'était Dumora à 10, Chabouni à l'arrière et Arata à l'aile. T'es obligé de tellement te concentrer sur ton équipe que t'en oublies presque. Enfin, c'est pas que t'en oublies le match, mais du coup, ça te prend quand même une part de toi mentale et du coup, t'es moins. Même ça, le mental en termes d'automatisme et tout là, tu les oublies là. Non, mais de toute façon, on l'a résumé au début de l'intervention. Les castrés, c'est déjà bien qu'ils soient là. Déjà. Le score est trop lourd par rapport à la débauche d'énergie qui a été la leur. Il n'y a pas grand-chose à reprocher aux castrés. Leur saison, d'ailleurs, est globalement réussie quand même. Il y a eu la qualif. Ils ont fait honneur à leur maillot quand même sur ce barrage-là. Et il y a eu le drame aussi. Ils auraient pu se demander comment ils allaient réagir. Ils ont bien réagi sur le terrain. Xavier Sadourny, qui est passé numéro 1 un petit peu plus tôt que prévu, il a de quoi construire sur cette deuxième partie de saison, c'est évident. Oui, donc voilà. On prendra plaisir à revoir les castrés qui vont profiter de quelques semaines de vacances, même s'ils auraient aimé les décaler, mais bon, c'est comme ça. Certains en équipe de France? Barlow. Je crois qu'il n'y a que Barlow. Il n'y a que Barlow, castré, il n'y a que Barlow. Ouais. Qui ne sera plus castré qui rejoindra l'UBB la saison prochaine. Donc au 1er juillet. Donc au moment de la tournée, il ne sera plus castré, au moment de la Nouvelle-Zélande. Messieurs, juste rapidement sur le barrage de vendredi soir, entre Bayonne et Clermont, qui paraît loin. Oui, c'est vrai. Il y a tellement d'événements depuis que... Puis... Bon, c'est pas, il y a eu des conditions, c'est pas le match qui marquera les esprits en termes de production. Ouais, bah après là. Mais c'est historique. Oui, puis alors là, on peut rien reprocher non plus aux acteurs parce que quand tu joues à ce sport sous des seaux d'eau et avec une savonnette entre les mains, non, mais à un moment, et pourquoi tu peux rien reprocher aux Bayonnais. Mais non, mais je parle sur le côté spectaculaire ou pas du match. Oui, non. Oui, d'accord. Je ne reproche rien. Hein. À l'arrivée, on sait que quand il tombe des seaux d'eau, on peut faire toute la philosophie qu'on veut. Quelle est l'équipe qui gagne? Celle qui est la plus consistante sur les fondamentaux et celle qui surtout est la plus forte dans l'occupation au pied du terrain. L'équipe la plus forte sur les fondamentaux et surtout sur l'occupation du terrain, ça a été Bayonne, quoi. Donc il n'y a rien à dire. Et à partir de là, ils ont construit leur victoire. Rien à dire, chapeau, voilà. Oui, non. Je trouve que Clermont a dormi dans les rucks. Dans un match comme ça. Ils ont été dominés partout, quoi. Ils ont malheureusement été très décevants, puisque quand tu vois le potentiel que peut avoir cette équipe, c'est quand même dommage de les voir aussi. Enfin, tu as l'impression qu'ils sont pas donné les moyens de gagner. Qui sont pas donné les moyens de se battre. C'est un petit peu le sens du discours de Christophe Heros après le match. Et que tu avais du potentiel et que malheureusement ils sont passés à côté de leur match. Ça montre aussi l'irrégularité dans la saison clermontoise. Et il y avait tellement mieux à faire. Enfin, là, ils ont été très décevants au final. Ils ont 11 secondes de possession dans les 22 mètres adverses. Comment tu peux prétendre gagner un barrage? Et puis si je compare à ce que je disais tout à l'heure avec Toulon, j'ai l'impression que les gros joueurs clermontois n'ont pas forcément répondu présent sur ce match-là. Et quand je parlais de l'occupation au pied, la charnière était un petit peu décevante. Non, mais après, c'est surtout... Mais il faut dire aussi que cette équipe, elle a fait une fin de saison où elle a été arrachée sa qualification, notamment cette dernière journée à Montpellier, et tu lâches, au-delà de l'énergie physique, je pense quand même que mentalement, tu lâches beaucoup, tu as validé ton billet, quelque part, tu as réussi ta saison, à partir du moment où tu es dans les 6, parce que c'est une vraie progression quand même pour l'ASM. Et est-ce que dans les têtes, ils avaient les ressources nécessaires pour repartir au combat et pour mettre tout ce qu'il fallait sur un barrage? Manifestement non, surtout qu'il en fallait beaucoup, parce que quand même tu vas jouer à Bayonne qui était invaincu à Jean Daugé cette saison. Et il y a une vraie forme de logique en tout cas sur la rencontre. Triste que ce soit ça le dernier match de Benjamin Rodapileta pour moi aussi. Bon, il est passé à côté. Bien sûr, on ne gardera pas ça de son immense carrière et de tout ce qu'il a apporté au top 14 et tout ce qu'il a gagné.
Mais bon, là, il passe à côté. Et il a été dominé dans l'occupation, comme tu l'as dit, aussi par Joris Second et par Camille Lopez après son entrée, qui fait une très bonne entrée. Jack Tiberghien aussi. Jack Tiberghien, bien sûr. Il y a 2-3 joueurs qui sont étonnants. Avec ses coups de pied tendus, là. Tiberghien était très bon. Ce Tom Spring, quand même, est... Je veux pas lancer un truc sur l'arbitrage, je sais pas du tout. Mais moi, j'étais très surpris. L'épaule dans la tête de Tom Spring, qui n'a jamais été revu, parce que quand t'es neutre, il a quand même la pommette. C'est quand ça? Au tout début, sur Raka, sur le coup d'envoi. Ah, comme il sort protocole en plus. Non, mais il ouvre l'arcade, donc c'est que forcément il y a contact à l'arcade. Et c'est un truc, tu vois, il avait le micro de Canal+. Il dit il y a épaule-tête, et c'est vrai qu'en direct, je me suis dit, presque désolé pour Raka, je me suis dit, ah, ça y est, là, il vient de faire quelque chose, ça va lui coûter très cher. Bon, au final, non, mais c'est vrai que ça m'a un peu surpris, mais après, je pense que les arbitres ont estimé qu'il n'y avait rien ou ça a été regardé. Certainement. Mais voilà, c'est juste ça. J'ai hâte de voir ce que peut donner. C'est un bon joueur, ce Tom Spring. Ah ouais, Tom Spring, parce que ça commençait à en faire des caisses. Bon, la passe au pied de Camille Lopez, ouais, moi il me l'a fait quand il a passe au pied de Camille Lopez, il n'y a pas essayé. Je lui dis, bon, surtout, je suis à 15 mètres de l'embut, il n'y a rien qui est fait. Il a du gaz. Défenseur derrière. Et puis bon, après, 2 rafus terminé. Et puis, c'est un bien, bon joueur sur les fondamentaux, dans les airs. Et polyvalent dans les airs fou, rassurants. Il fait arrière et les 10. Hein. Et il a été très bon en 10, les matchs qu'il a fait en Challenge Cup, notamment cette année. Donc franchement, vrai bon joueur. Très, très bon joueur. Et de toute façon, à l'image de l'effectif de Bayonne, quoi, qui se révèle. Puis Bayonne, est-ce que c'est pas joli, Bayonne, première fois en ta demi, t'es contre le champion en titre, contre le Stade Toulousain. Hâte de voir ce qu'ils peuvent donner. Moi, je pense que voilà, typiquement dans l'occupation, ils ont des mecs d'expérience quand même aussi à la charnière remplaçante. C'est Machenot. Il faut voir comment ces équipes basculent. C'est pas n'importe qui. Second aussi, il commence à avoir de l'expérience. Donc, ils peuvent vraiment, s'ils restent dans un plan de jeu bien établi, poser de vrais problèmes au Stade Toulousain. Mais surtout, il faut voir comment ces équipes basculent en mode on a écrit l'histoire, on n'a vraiment plus rien à perdre désormais. Parce que là, le barrage, tu joues à la maison. Ils avaient quand même quelque chose à perdre. S'ils se faisaient taper devant leurs supporters, il devait y avoir une belle fête. Il y avait un côté fête gâchée, même si oui, ils avaient écrit l'histoire. Là, par contre, la demi, terrain neutre, t'es face au champion en titre, Stade Toulousain que beaucoup de monde voit déjà en finale, sur le papier. Bon, là, vraiment. T'as pas beaucoup de pression. Voilà, faites-vous plaisir. Et puis, est-ce que ça peut être un piège pour Toulouse, ou est-ce que justement, en voyant ça, t'es déjà prévenu de ce qui peut se passer, et surtout en voyant ce qu'a fait Montauban, tu vois, par exemple, des exploits, c'est possible. Je pense pas. Je pense pas non plus, dans le sens où, d'une part, ils sont quand même prévenus, ils le savent. D'autre part, tu peux pas être pris par le manque d'expérience, quoi. Ils ont assez de matchs à ce niveau-là pour savoir qu'il faut se concentrer d'abord sur eux et élever le curseur au niveau d'une demi-finale s'ils veulent pas avoir de déconvenus. Donc, en tout cas, s'il doit y avoir une surprise, c'est pas à cause d'un quelconque piège, à mon sens. Voilà. Bon, en tout cas, sur les barrages, les 2 meilleures équipes ont gagné, on va dire, sur les matchs. Oui. Toulon et Bayonne étaient meilleurs que 2 équipes à domicile. Que Castres et Clermont. Donc, ils ont rejoint les demi-finales. Toulouse-Bayonne vendredi soir. Ouais. Et samedi soir, 21h05, Bordeaux-Toulon. Qui va être. Je vais pas t'associer, mais je crois que c'est 21h07 pour Toulon. Alors que Toulouse-Bayonne, c'est 21h05. Si tu veux, on peut faire les 10 dernières minutes sur l'horaire. Exact. Ouais. Mais superbe le tableau là, de phase finale, bien sûr. Voilà, donc le tableau, bien sûr. Voilà, Bordeaux, Toulon et Toulouse-Bayonne. Merci, messieurs. Merci à toi. Jeudi, kick-off rugby, comme d'habitude. Samedi prochain. Réflexion sur mon âge ce soir. À l'émission. C'est toi tout seul là. Tu es parti des notes. Je note. Ça te déçoit ou ça... Ah non, ça me prouve que je suis adopté. Parce que là, t'as l'air presque déçu là. Samedi, vendredi soir, samedi 16h15. J'ai dit au début, mais France A, Angleterre. Donc on prendra plaisir à voir ce match. Bien sûr. Nos bleus. Les bleus, toujours derrière les bleus. Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour les demi, pour cette match de la France A. Ciao, ciao.